bonjour à tous. Je m'appelle Sarah Medjek et je suis chef de projet à la FING. J'imagine que tout le monde ne connaît pas la FING. Donc, c'est une association, un think tank qui explore en fait l'impact des usages du numérique sur la société. La FING a été créée au début des années 2000 et en fait, on fait cette exploration autour du numérique, mais en essayant à chaque fois de prendre des points de vue et des prismes différents. Donc, nous avons différents projets autour du numérique et la santé, le numérique et la vie, le numérique et le travail, le numérique et la confiance. Et c'est en fait dans le cadre d'un projet autour de la confiance numérique qu'est née on va dire, la réflexion autour du self-data. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passerait si demain, les entreprises partageaient les données personnelles qu'elles ont collectées sur les individus avec ces mêmes individus pour qu'ils s'en tirent de la valeur d'usage. Et en fait, c'est vraiment cette idée-là qui nous a mené à ce concept qu'on appelle le self-data, qui est en réalité un changement de paradigme, et notamment lorsqu'on a commencé en 2012-2013, parce que c'est loin d'être finalement l'usage habituel qui est fait des données. Et donc, pour définir le self-data, on utilise en fait, nous, cette définition qui est la production, l'exploitation et le partage des données personnelles par les individus et sous leur contrôle à leur propre fin. L'idée ici, c'est de dire que en fait, les individus vont avoir une copie des données. Quand on dit partage des données, ça ne veut pas dire que les entreprises ne vont plus disposer de ces données-là. Pas du tout. En fait, l'idée, c'est plutôt que et les entreprises et les individus puissent avoir en fait ces données personnelles pour que les individus puissent en tirer de la valeur, d'usage, au même titre que les entreprises aujourd'hui tirent de la valeur de nos données personnelles. Et donc, le self-data suppose 3 étapes. Donc, la première étape, c'est la récupération des données personnelles par les individus. Donc, les données qui sont dans les systèmes d'information des entreprises, des organisations, d'ailleurs publiques comme privées, vont être partagées avec l'individu et il pourra lui-même rajouter des données, par exemple, qu'il a produit lui-même. La deuxième étape, c'est de stocker les données. Donc, pourquoi pas les stocker sur un cloud personnel, mais après, il y a différents moyens finalement de gérer ces données, mais l'exemple qu'on utilise le plus souvent, c'est le cloud personnel qui va permettre à l'individu de stocker et d'administrer ces données. Et enfin, l'étape qui est vraiment clé dans le self-data, c'est la réutilisation, c'est-à-dire pouvoir exploiter les données pour avoir un usage tiers, un usage différent. Et c'est là où, en fait, on parle de valeur d'usage. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste de récupérer et de stocker les données. Ça, aujourd'hui, ça existe dans la loi, c'est la portabilité. Mais l'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin et de permettre finalement à l'individu d'être en contrôle, en maîtrise et de vraiment avoir un usage qui est beaucoup plus développé pour pour que ces données finalement lui soient utiles dans sa vie au quotidien. Donc, ce qu'on appelle la réutilisation. Et du coup, à partir en fait de 2012, on a exploré ce concept au travers de différentes phases d'expérimentation et de pilote. On a eu notamment un grand pilote entre 2017 et 2018 qui a réuni différentes organisations et pas moins de 2500 testeurs. Donc l'idée, c'était vraiment à chaque fois d'essayer de mettre à l'épreuve ce concept, bien sûr, de répondre aux différentes questions qu'on a et aller creuser les pistes d'innovation, essayer de répondre aux nombreux défis juridiques, techniques, économiques que ça posait.
Et en 2018, après donc ce pilote-là, le pilote Mes Infos, on s'est posé la question de qui est-ce qui pourrait prendre le relais de la FINC pour implémenter le self-data, parce que finalement, notre objectif a toujours été de peut-être initier le concept, mais que d'autres puissent s'en emparer. Et donc, notre intuition a été que les villes pouvaient jouer ce rôle, le rôle central dans l'implémentation du self-data, parce que les villes ont une position unique en tant que contrôleurs de données, elles peuvent les partager. Déjà, ça c'est une première étape qui est quand même très importante. Et mettre en place des règles pour qu'il y ait en fait ce partage des données personnelles, et pourquoi pas exiger aussi de ces partenaires de jouer le jeu et de mettre en place des outils, des mécanismes de self-data. Les villes sont aussi des acteurs de l'innovation, donc qui sont à même de mettre en place des projets autour du self-data, de réunir un écosystème d'acteurs très divers et variés et de les coordonner. Et enfin aussi, en tant qu'organisation démocratique, elles ont cette capacité d'engager le dialogue avec les citoyens et de les embarquer dans la réflexion autour d'un projet, d'un cas d'usage self-data qui, in fine, leur est destiné. Et donc, c'est vraiment en 2018 que nous avons commencé cette réflexion autour de ce qu'on appelle le self-data territorial, c'est-à-dire lorsque les collectivités territoriales, des villes, des métropoles, des agglomérations vont jouer ce rôle central pour mettre les données entre les mains de leurs citoyens pour qu'ils en tirent de la valeur, mais aussi pour que ce soit bénéfique et que ce soit dans l'intérêt général. Je vais vous donner des exemples de comment est-ce qu'on a procédé avec les villes avec qui on a travaillé. Donc voilà, en 2018, on a commencé notre réflexion autour du self-data territorial pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi pour des raisons qui sont aussi très importantes pour les villes, c'est-à-dire des raisons de souveraineté et de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, il est clair que ça devient crucial pour les villes d'avoir une maîtrise sur les données personnelles qui sont produites dans un cadre territorial. Et donc, nous avons initié la réflexion avec 3 villes en France, Nantes, La Rochelle et le Grand Lyon, qui sont là aujourd'hui, qui vont certainement nous parler des travaux que nous avons menés ensemble. Donc, le travail s'est fait autour d'un kit d'expérimentation en 3 phases, donc de sensibilisation, de prospective, puis de conception du récit. L'idée, c'était vraiment de discuter et de travailler de manière étroite avec nos 3 partenaires territoriaux pour imaginer ce que signifie un projet de self-data territorial pour eux. En fait, on est parti du principe qu'un projet de self-data ne doit pas être un projet en plus ou un projet à côté, mais plutôt un projet qui doit être mis au service d'une priorité locale, une priorité de l'action locale. Et du coup, on a réfléchi avec eux, on a identifié les grandes thématiques prioritaires sur chacun des territoires. Donc, par exemple, pour La Rochelle, c'était la mobilité en lien avec le territoire zéro carbone, le défi territoire zéro carbone. Avec Nantes, nous avons travaillé autour de la consommation énergétique, donc consommation énergétique et consommation locale. Et avec le Grand Lyon, on a travaillé autour des services administratifs, donc comment simplifier l'accès aux services administratifs. Et donc l'idée, c'était vraiment d'essayer à chaque fois de voir comment est-ce que le self-data peut être mis au service de ces défis-là. Donc, on a, par ces 3 phases, essayé d'identifier les thématiques, d'identifier les modèles de gouvernance, puis les cas d'usage qui viendraient en fait répondre à ces défis-là.
Et donc, ça a donné le kit Self-Data territorial que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui dans le détail, sinon ça serait 10 000 fois trop lent. Mais en tout cas, il est sur notre site, donc le site de la FIN. N'hésitez pas à aller le consulter. Vous trouverez dans tous les travaux que nous avons menés avec les trois partenaires territoriaux, et surtout, ça vous donnera plus de détails sur les cas d'usage qui ont été imaginés. Et donc, nous avons poursuivi notre travail autour du self-data territorial. Cette fois, c'était la feuille de route. L'idée, c'était de se dire, en fait, il y a eu une première étape où on a réfléchi avec trois collectivités territoriales en France, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment est-ce qu'on peut embarquer plus de villes, plus de collectivités territoriales en France et pourquoi pas en Europe? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le mouvement du self-data, il n'est pas que français, mais il est européen, notamment grâce à la communauté et l'organisation MyData. Et donc, on a travaillé à l'aide d'une analyse SWOT et puis cette analyse SWOT qui nous a mené à identifier des actions qui aideraient à l'implémentation du self-data. Et on a notamment creusé la piste de la mutualisation des efforts et des moyens autour d'un même cas d'usage, c'est-à-dire comment est-ce que plusieurs villes peuvent se mettre ensemble pour développer un cas d'usage ou déployer un cas d'usage commun. Donc voilà, ça a été vraiment l'occasion d'essayer finalement de creuser cette piste-là, donc qui a donné la feuille de route. Là encore une fois que vous pouvez retrouver sur notre site. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très content de voir qu'en France, il y a aujourd'hui différentes collectivités territoriales qui se sont lancées dans le développement du cas d'usage, par exemple mon coach CO2 à La Rochelle, mais aussi j'imagine que nos amis de Lyon vont nous parler d'Ecolio. Donc tout ça, ce sont des applications concrètes du concept self-data qui visent à redonner du pouvoir d'agir à l'individu, aux citoyens autour de leurs données personnelles. Et donc, on poursuit nos travaux autour de ce concept-là, notamment à travers un programme qu'on est en train de monter qui s'appelle Culture D. Et donc, l'objectif est de développer des outils d'acculturation à la donnée. Et je vous invite déjà à nous rejoindre le 28 avril lors d'un Think Data Day, en fait, autour de cette thématique où on va creuser ensemble la question de la data literacy, donc de la culture à la donnée, et essayer de voir finalement comment est-ce que ça se passe d'acculturer, de sensibiliser, d'accompagner les gens sur la thématique de la donnée et notamment la donnée personnelle. Tout d'abord, merci pour cette prise de parole. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui même, la ministre a publié les résultats du plan de relance et de France Relance, hein, et notamment des modalités d'accompagnement des collectivités locales à la mise en place d'un certain nombre de ressources qui sont mises à disposition par l'État auprès des collectivités locales pour faciliter la vie des usagers et améliorer les services locaux. Je vais vous parler un petit peu donc alors je vais partager mon écran. Je veux juste vérifier que c'est la bonne présentation que je vous fais. Attendez, toc, 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 toc. Alors, je sais, est-ce que c'est celle-là? Ouais. Voilà, vous avez bien. Voilà, donc je vais vous présenter. Alors, Bon France Connect. Je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler ou pas. C'est un projet qui a été lancé il y a deux ans et demi autour d'un concept assez simple qui était une annonce présidentielle. Alors, une annonce d'un candidat qui est a priori de nouveau candidat d'ailleurs, qui était une promesse présidentielle qui était de dire on met à disposition des usagers, les citoyens doivent pouvoir accéder aux informations qui les concernent. Alors, ça peut concerner les actions, les données de formation, ça peut être les données de santé. Alors, vous remarquerez qu'un certain nombre de chantiers qui ont été effectivement réalisés.
Et il y avait d'une manière un peu plus globale cette idée de créer un espace citoyen dans lequel à la fois l'usager pourrait avoir ces informations, accéder à ces informations et peut-être aussi les réutiliser dans le cadre de moments de vie qui le concernent. Le concept était intéressant. Quand on m'a demandé de m'en occuper, c'est un concept, d'ailleurs la fille qui vient de parler, ce n'est pas un concept nouveau, hein, c'est un concept ancien. La difficulté, c'était comment trouver un périmètre de fonctionnalité qui soit suffisamment, je dirais, compréhensible et faisable, surtout faisable. Parce que la difficulté quand il y a un projet, quand il y a une idée, c'est de se dire mais comment on la rend faisable. Et donc, on est parti sur un concept qui est un concept de mise à disposition de données en temps réel, des données contenues dans les systèmes d'information de l'État. Et mettre à disposition les données opposables, de manière à ce que l'usager puisse les réutiliser dans des procédures administratives. Mais surtout, ce qui nous a guidés depuis le début, c'est la non-conservation de la data. C'est vraiment pas de conservation de données à l'intérieur de mon France Connect. C'est l'idée, je me connecte avec cette fois-ci France Connect, hein, qui est la clé d'entrée, la clé qui permet d'identifier la personne. Et ensuite, j'invoque des fournisseurs de données, donc des API par API. Ça ne fonctionne que par API, les fameuses API, les fameuses API dites API particuliers. Et j'affiche à l'usager la donnée nécessaire, strictement nécessaire, parce qu'il n'y a pas 50 000 données non plus, à l'usager afin qu'il en fasse ce qu'il en veut. Et donc, on lui redonne la main dessus. Alors, là encore, il y avait donc deux enjeux. Le premier enjeu, c'était d'être capable de récupérer la donnée par API. Et là-dessus, vous connaissez comme moi les API qui sont aujourd'hui disponibles. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a les impôts, il y a Pôle emploi, il y a la CAF, il y a la CNAM, il y a ce qui arrive actuellement, c'est comment ça s'appelle? C'est le statut étudiant. Mais ce qui est sûr, c'est que de ces informations-là accessibles par API, qui peuvent être d'ailleurs consommées, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui peuvent être consommées parfois directement par les collectivités locales dans des outils de gestion et de back-office, doivent pouvoir être consommées directement par l'usager. Alors du coup, mon France Connect, c'est quoi? C'est quelque chose qui répond aux enjeux de transparence et des enjeux de simplification. Transparence sur les données que l'administration a sur vous. Donc, c'est RGPD, hein, article 10. Mise à disposition des données. On en crée… Alors, la question, c'est quelle valeur ça ont une donnée? Qu'est-ce que va en faire l'usager? Parce que là, le problème, on s'est vite posé, mais c'est bien d'avoir ces données, mais enfin, tous les soirs, vous n'allez pas aller voir vos données sur votre smartphone, c'est à moins que vous voulez les compter pour vous endormir. Si vous voulez, ce n'est pas ça qui va changer votre vie. Mais du coup, l'idée, on s'est dit qu'un des moyens, c'est de rendre cette donnée accessible pour des usages dans le cadre de démarches administratives, mais pas que. Démarches administratives, acteurs privés, acteurs publics, hein, les deux. Et donc, on a recréé des justificatifs. Alors, vous allez me dire, mais alors, attendez, vous avez de la donnée, puis on refait du papier. Oui, on refait du papier. Ce n'est pas l'idéal. On le sait. L'idéal, c'est qu'on supprime complètement la donnée, le papier. Mais on est parti aujourd'hui du principe que le nombre d'acteurs publics qui aujourd'hui sont connectés et seront connectés aux API mises à disposition par l'État ne va pas croître de manière exponentielle. Il y a eu une centaine de collectivités locales qui ont fait des demandes, par exemple, de budget au titre du plan de relance pour accéder aux API de l'État. À ce rythme-là, on ne va pas y arriver. Et puis, il y a aussi tout un tas d'acteurs publics. Je ne sais pas, moi, par exemple, une piscine qui demanderait à un usager où est-ce que vous habitez, quel est votre revenu de salaire, ou pour, en fonction du revenu, pouvoir lui attribuer le montant de l'entrée à la piscine ou à la bibliothèque. Enfin, vous voyez, toutes ces démarches-là, qui sont des tas de démarches de la vie courante, avec des acteurs publics qui n'auront peut-être pas forcément la toute dernière application de gestion reconnectée à toutes les API qui lui permettrait justement de ne plus demander cette information directement dans
dans l'outil de gestion. Donc, on recrée des justificatifs. La troisième idée sur laquelle on est en train de travailler, c'est la mise à disposition d'un tableau de bord plus ambitieux. Vous voyez, c'est classé par ordre de difficulté de mise en œuvre. Là. Vous voyez, la troisième, c'est être capable de fournir un tableau de bord des démarches, des états d'avancement des démarches que l'usager a réalisées ou est en train de réaliser dans les administrations. Pourquoi je dis que c'est la troisième étape? Parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement encore difficile d'avoir des outils de traitement de dossiers qui permettent de renvoyer une information sur les états d'avancement des dossiers dans les systèmes d'information. Il y a des choses qui existent dans les collectivités locales. Elles sont très largement en avance sur nous, d'une manière générale. Par contre, au niveau de l'État, c'est quand même encore extrêmement éclaté, extrêmement parcellaire et extrêmement incomplet. Donc, l'idée quand même à terme, c'est de proposer à l'usager cette remontée de données. Donc, je le mets en troisième option parce que c'est un sujet qui est techniquement qui n'est pas très simple et qui, en termes de sécurité, ne l'est pas non plus, en fait. Donc, c'est un sujet qui est assez… Voilà, on est dessus et on essaye d'avancer avec quelques partenaires, notamment, je pense en particulier l'Agence nationale des titres sécurisés, mais aussi avec servicepublic.fr. Quatrième volet, c'est le volet qu'on évoquait tout à l'heure en entrée, c'est le principe de l'État proactif. Alors, le principe de l'État proactif, c'est donc ce qui a été énoncé. C'est un mouvement important, cette loi, la loi 3DS, parce que pour ceux qui ont connu la loi 2000 du Code des relations entre le public et l'administration, c'est en 2000 qu'a été défini le principe du dites-le-nous une fois. Pour ceux qui se rappellent de ça. Le dites-le-nous une fois, c'est on n'a pas à demander à une usager une information que l'administration a déjà sur lui. C'est la vieille règle des années 2000. Je rappellerai que le décret d'application a été passé pour ceux qui se rappellent, 2019. 19 ans. D'accord. 2022, 2021, loi 3DS, on passe une étape. Non seulement on ne va pas te demander, pour réaliser une procédure, des informations que l'on a sur toi, on va, à partir des informations qu'on a sur toi, te fournir une information sur les droits ou les devoirs auxquels tu relèves, ou auxquels tu peux prétendre, et peut-être même, on va pouvoir t'octroyer directement un droit à partir des informations que l'on a dans son outil. Alors, ça peut être tout bête, c'est je vous informe que votre carte d'identité arrive à échéance dans un mois. Ça, c'est état proactif, niveau 1 acteur est capable de projeter une information. Là où ça devient un petit peu plus sympathique, c'est je suis une collectivité locale, j'ai obtenu directement des informations des impôts concernant ton revenu fiscal, j'ai obtenu directement de la part de la CAF les informations de la CAF, j'ai obtenu directement des informations de la part de je ne sais pas qui, comme quoi tu as telle ou telle situation financière, professionnelle qui fait que potentiellement tu aurais droit, je ne sais pas, à une indemnité de transport. Et je t'informe que nous venons de verser sur ton compte en banque le montant de la prime pour l'achat du vélo que tu viens de faire. Donc, cette idée-là de l'État proactif est une idée qui est… Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas le seul pays à se poser la question. Les Belges sont en train de travailler sur les mêmes sujets. Donc, c'est un sujet qui aujourd'hui est commun à beaucoup de pays qui travaillent autour de l'usage de la data, l'usage de la donnée, afin de simplifier les services, mais pouvoir potentiellement supprimer un certain nombre de process. Donc, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui Mon France Connect? C'est tout simplement une plateforme. Donc, Sécurisé, c'est une plateforme Internet. Donc, Sécurisé, c'est un service qui est directement connecté à France Connect. Et donc, c'est un portail qui non seulement est extrêmement facile d'utilisation, mais en plus, vous allez le voir, qu'on peut implémenter très facilement à l'intérieur des portails de collectivités territoriales pour donner accès directement à Mon France Connect. Alors, Mon France Connect est dans une phase expérimentale. Donc, on a lancé l'expérimentation en novembre dernier. Son objectif, c'est de déployer auprès de 25 000 utilisateurs l'accès
à ces informations. Ces 25 000 utilisateurs peuvent être, c'est peut-être vous, comme ça, ou bien quand on déploie, et je vais vous le montrer, un bouton d'accès directement à mon France Connect à l'intérieur d'une démarche administrative, c'est quelque chose que vous pouvez déployer sur votre portail d'une collectivité. Alors, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est intéressant de parler de mon France Connect aux collectivités locales parce que, et aux acteurs publics, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, libre de droit. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir France Connect chez vous pour proposer à l'usager un bouton qui s'appelle Mes justificatifs et qui lui permet d'accéder directement à son espace personnel dans lequel il va pouvoir retrouver et les données dont je vous ai parlé et en même temps les pièces justificatives qui sont automatiquement générées. Donc, du coup, le cheminement est assez simple. Donc, il suffit tout simplement d'implémenter ce tout petit bouton sur n'importe quel formulaire. À ce moment-là, il y a deux cas de figure. Soit il y a déjà France Connect sur le portail de la collectivité ou de l'organisme public. Et à ce moment-là, il y a le SSO qui joue et il arrivera directement dans son espace personnel. Soit vous n'avez pas France Connect, mais ce n'est pas un problème. Il se connectera avec France Connect sur mon France Connect pour arriver directement dans son espace et sur la pièce que vous aurez ciblée dans le bouton. En fait, le bouton, c'est un lien profond qui permet d'accéder directement à la pièce concernée. Une fois que l'usager accède à sa pièce, eh bien, il va pouvoir la télécharger et la mettre directement dans le formulaire. Alors voilà, là, ça prend un exemple, vous voyez un exemple concret. Là, donc, c'est un bouton, on a mis le bouton sur un site de démonstration, mais vous avez des collectivités qui aujourd'hui sont en train de tester, on verra tout à l'heure. Et donc, vous avez la possibilité d'accéder directement aux informations. Voilà, vous passez par France Connect et on arrive immédiatement sur une interface qui va cibler les données et les informations et les pièces justificatives. Là, dans le cas présent, c'était le revenu fiscal de référence qui était demandé dans la démarche. Donc, on va pouvoir télécharger. Alors, le document n'existe pas. Hein. Il est généré à la volée. Hein, il n'y a pas de document. Il est généré à la volée avec un QR code et qui permet de contrôler pendant 3 mois, postérieurement donc à cette publication, la véracité des informations qui sont contenues à l'intérieur du formulaire. Il n'y a pas de conservation de la donnée sur mon France Connect. Hein. Le bouton le QR code Mon France Connect contient toutes les données. Hein, donc, il se connecte au site sécurisé et en fait, on lui dit mais voilà les données qu'il y a dans le bouton, hein, enfin, dans le QR code. Le QR code, voilà, vous avez toutes les données. Voilà. Donc, ça permet effectivement donc, de récupérer ces données, de les prendre et de les télécharger directement. Alors, on est capable aujourd'hui de produire assez peu de justificatifs. Hein. Enfin, on a le justificatif de quotient familial, justificatif d'adresse, je vous en parlais, parce que c'est une création. Hein, c'est une création de mon France Connect. Un justificatif de droit à l'assurance maladie, un justificatif de revenu, le justificatif d'inscription à Pôle emploi. Arrivent les autres, hein, justificatifs d'étudiants, d'étudiants boursiers, de RSA. Tout ça, en fait, on va déployer tous ces justificatifs en parallèle de l'ouverture des API France Connectée qui vont être déployés par l'ensemble des partenaires publics qui fournissent ces données. Alors, le justificatif d'adresse, c'est une création. Alors, c'est quoi un justificatif d'adresse? Eh bien, on fait un mapping des adresses qui remontent des différents fournisseurs de données. Donc, si l'adresse de la CAF est la même que l'adresse de la DGFiP, eh bien, on dit tout simplement justificatif d'adresse. Cette personne a déclaré la même adresse auprès de 2 acteurs publics. À charge pour la collectivité locale qui recevrait ce justificatif de considérer que ça lui suffit pour, par exemple, je ne sais pas moi, lui ouvrir un compte à la cantine ou à la bibliothèque. Peut-être pas besoin de plus quand même. Donc voilà, donc on a bien le récapitulatif. France Connect, l'accès à des données et l'accès à des justificatifs directement. Donc vous voyez, là on est en train de travailler sur des cas d'usage, hein, donc les cas d'usage privés, publics, mais aussi des cas d'usage semi-publics. Tout ce qui va être carte de transport,
tout ce qui va être inscription salle de sport, dans des associations, et comment, par exemple, dans les maisons France Service, aider quelqu'un qui viendrait, qui aurait un dossier à faire, ben, l'aider à accéder à son espace Mon France Connect pour récupérer directement les pièces, les abonnements de cinéma, les demandes de prêts, les demandes de mutuelles. Oui, on a un gros travail avec les mutuelles, par exemple, qui demandent des informations. Elles sont toutes déjà dans Mon France Connect. Donc, aujourd'hui, l'expérimentation est encore ouverte, puisque vous allez voir, on est loin des 25 000, donc on a encore largement de quoi y aller, de quoi vous accompagner. Voilà les derniers chiffres. Vous voyez, on est à 3 800 expérimentateurs. La semaine dernière, il y avait 216 nouveaux expérimentateurs. Donc, voilà, donc il y a eu 226 justificatifs créés. Donc, vous voyez les justificatifs, on a le justificatif d'adresse, il n'y en a eu qu'un de télécharger, de tester. Bon, on a eu 3 Pôle emploi la semaine dernière, 2 coefficients familiales. Beaucoup, ce qui intéresse, c'est les revenus fiscaux, le justificatif de salaire et le justificatif de maladie. Et N-2 et N-1, parce qu'on fait les deux. Vous savez, il y a un justificatif pour l'année N-1, un justificatif pour l'année N-2. Et il y a un blog qu'on a créé qui permet à tout un chacun d'y aller. Donc, si je résume, une vue objective, la vue 360 degrés des informations utiles, j'ai envie de dire, celles dont on a besoin. On n'a pas pour objectif de refaire le PNDS, on n'a pas pour objectif de refaire le portail sur lequel vous auriez toutes les données. Non, c'est celles dont on a besoin dans un process, dans une procédure, qu'elle soit publique ou privée, encore une fois. Donc, les informations personnelles, fiscales, familiales, de sécurité sociale, Pôle emploi, étudiants, véhicules aussi. Je veux louer une voiture, tu as un droit à conduire, et puis je suis majeur. C'est tout, pas besoin de plus. Information pour retraite, donc par exemple, oui, je suis retraité, donc si je veux avoir un tarif préférentiel. Donc voilà, donc des justificatifs de domicile, d'imposition, donc pour effectuer des procédures, inscription à l'université, le RSA, les impôts. Ouais. Donc voilà, le principe. Alors après, vous avez à droite, je passe très vite, donc c'est un site complètement sécurisé qui passe sur Signum Cloud, là, il migre sur Signum Cloud actuellement. Et puis ce principe du QR code, qui est un dispositif qui permet d'être certain des informations que l'usager vient présenter à un acteur public dans le cadre de sa procédure. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de Mon France Connect. Voilà ce qu'on pouvait dire aussi des API, vous voyez. Et puis, n'oubliez pas, le plan de relance finance à la fois l'implémentation de France Connect et l'implémentation des API. Profitez-en, parce qu'il y a encore de l'argent, je dis encore, parce que, comme vous le savez quand même, il y a quand même des priorités gouvernementales qui risquent d'être un petit peu bousculées par les événements actuels. Donc, je pense qu'il faut que vous soyez très vigilants sur l'inviter vos éditeurs à formuler des demandes auprès, aidez-les peut-être aussi à formuler des demandes, parce que c'est eux qui, quelque part, seront en mesure de déployer à la fois des API, à la fois France Connect, et aussi, si vous souhaitez encore plus vite, Mon France Connect, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place, encore une fois, sans que vous ayez eu besoin et de France Connect ou de vous connecter à des API avec le process qui est beaucoup plus riche, on est d'accord, mais aussi beaucoup plus compliqué. Je suis Nicolas Pernoud, je suis architecte à la métropole de Lyon, et donc avec Inès, alors maintenant il y en a d'autres qui nous ont rejoints, mais on est vraiment depuis le départ les deux apôtres, on va dire, du self-data à la métropole et de ce modèle-là. Et donc on a suivi ensemble l'ensemble des chantiers dessus. Donc moi plutôt avec une approche technique stratégique, Inès plutôt avec une approche également stratégique, mais beaucoup plus métier, beaucoup plus cas d'usage. D'où la présentation à deux voix. Donc on faisait depuis très longtemps de l'open data à la métropole. On a donc une maturité certaine et assez reconnue sur le sujet, donc avec pas mal également de partenaires, de tiers qui récupèrent nos données, et ce qui nous a aussi permis de nous rendre compte que gérer de la donnée personnelle, notamment les questions de consentement, de services, etc., sur des plateformes typées open data, c'était complètement pas possible. Et donc, il fallait vraiment une approche assez distincte, notamment dans un contexte de sécurité et de RGPD. Donc, c'est pour ça qu'on a construit une stratégie autour du self-data, qu'on a une stratégie open source assez affirmée. Alors, c'est encore plus vrai avec le nouvel exécutif, mais c'était déjà le cas avant. Donc, avec un certain nombre de délibérations qui ont fait que tout le code qu'on produit
on souhaite qu'il soit open sourcé. Donc, on a une forge qui est référencée sur les systèmes de l'État, donc qui est sur forge.groenland.com. Et donc, l'ensemble des applications que vous allez, qui vont vous être démontrées aujourd'hui se retrouvent sur cette forge, se retrouvent sans authentification. Vous le voyez sur la copie d'écran, on n'est pas signé. Donc, on peut aller, les partenaires peuvent aller récupérer ça, et des autres collectivités sans aucun problème. On a également des différents dispositifs sur cette forge qui permettent assez rapidement de se mettre le pied à l'étrier sur tout ce qui est self-data. Donc, tout ce qu'on va vous montrer, autant le passage à l'échelle n'est pas forcément évident d'un point de vue industriel, il y a pas mal de questions à se poser pour pouvoir faire les choses bien, autant le démarrage d'un point de vue technique est relativement rapide et donc peut être fait on va dire en quelques jours. Voilà, donc s'il y a certaines collectivités parmi vous qui souhaitent réessayer ce qu'on a fait, l'instancier au moins en environnement de test, c'est tout à fait possible. Du coup, donc, la manière dont on a conçu le self-data et en termes d'enjeux, donc c'était une articulation entre des enjeux techniques évidemment, des enjeux d'intérêt général et des bénéfices individuels. Si on veut décliner ça un petit peu sur les atouts, en tout cas les éléments qui différencient notre modèle par rapport au modèle type Mon France Connect, ce sont ceux qui sont en vert. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui va permettre de croiser des données qui étaient impossibles autrement. Donc, on a en gros le principe qu'on a mis en œuvre, c'est celui du cloud personnel, donc du data store, enfin, il y a plusieurs nomenclatures pour parler de ça. Mais en gros, on va avoir un espace qui va être un espace chiffré et réservé aux citoyens, dans lequel on va avoir des connecteurs qui vont moissonner de la donnée et la conserver. Donc, on est vraiment sur une approche avec stockage. Et donc, ils vont la moissonner depuis des API au mieux, mais c'est également capable d'aller moissonner depuis des pages web, depuis des services. Enfin, on peut adapter et faire ce qu'on appelle du scraping, c'est-à-dire aller gratter de la donnée sur des sites qui ne sont pas forcément faits pour. Ensuite, cette donnée, on va la normaliser, on va la croiser, on va exposer des services numériques qui permettent de croiser cette donnée-là. Et donc ça, c'est assez innovant dans le sens où même les Google et Facebook qui ne se privent pas pour essayer de manger toute la donnée qu'ils peuvent, ne peuvent pas, par exemple, croiser vos données bancaires avec vos données d'énergie. C'est des choses que même eux ne peuvent pas faire. Nous, on peut le faire. Enfin, nous, la technologie qui est derrière peut le faire. Tout simplement parce qu'on va stocker la donnée à un seul endroit et on va créer des services dessus. Donc, du coup, on va avoir quelque chose qui va ressembler à une plateforme applicative et donc, on va pouvoir proposer des applications dessus. En gros, le cloud personnel tel qu'on le conçoit, c'est à peu près l'équivalent d'un smartphone, mais dématérialisé. C'est-à-dire que vous avez un objet qui est à vous, sur lequel il y a des services, des applications qui s'exécutent. Il n'y a pas d'objet physique, mais en termes de ce que ça apporte, c'est à peu près c'est quelque chose qui est dans votre patrimoine personnel et qui ressemble à un smartphone dématérialisé. Donc, ça permet de gérer pas mal de choses aussi d'un point de vue RGPD, parce que vu que ça vous appartient et vu que c'est chiffré, vous avez un contrôle complet sur vos données. Et la collectivité, donc nommément nous, Métropole de Lyon, on peut pas voir, on n'a pas techniquement de moyen de voir quelles données sont dans votre cloud. Donc, d'un point de vue RGPD, ça retourne la relation au service numérique et du coup, ça permet de le gérer nativement d'une manière assez originale mais assez élégante. Et puis voilà, on a quand même des possibilités de mise en commun. Alors, moyennant des mécanismes d'anonymisation qui sont assez poussés, on a quand même des mécanismes de mise en commun pour aller faire de la statistique sur les données. C'est ce que j'ai déjà dit. Donc, on le voit un peu comme une extension de l'individu, un petit peu comme le smartphone. La différence avec le smartphone, c'est qu'il n'y a pas d'espion. Contrairement à votre smartphone Google ou alors dans une certaine mesure un peu moins Apple qui est bourré d'espions. Là, il n'y a pas d'espion dans le cloud personnel. Il ne s'oppose pas du tout au modèle API, au modèle récupération de documents de Mon France Connect. Ce serait vraiment très réducteur de voir deux modèles qui s'opposent. C'est deux modèles qui se complètent vraiment. Si j'ai besoin de fournir un document à un service numérique, Mon France Connect, c'est très bien comme première approche. Le seul inconvénient que nous, on y voit, c'est que ça oblige à télécharger sur son poste et à savoir ce qu'on a téléchargé. Et donc, on essaye, dans le cas de self-data, de trouver des solutions à ça, mais qui pourront éventuellement s'adosser à Mon France Connect, pourquoi pas. Et donc, voilà, mais c'est deux modèles qui sont vraiment complémentaires.
Et puis le cloud personnel, c'est également quelque chose qui permet donc si on a des services qui ne partagent pas de la donnée à la volée, ça permet de croiser ces informations, comme je disais. Ça permet également de traiter des données avec de la volumétrie importante. On va montrer un cas d'usage sur les données d'énergie. Les données d'énergie avec du pas de temps à demi-heure, on les récupère toutes les nuits de manière glissante chez Enedis. Évidemment, si on devait vouloir valoriser ces données-là à la volée et sur plusieurs années, ça ferait des requêtes terribles chez Enedis. Et puis surtout, ça ne serait pas possible puisque on va plus loin, en stockant la donnée, on va plus loin que la profondeur de données fournie par les services numériques. En termes de stratégie technique, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, c'est assez simple en fait quand on veut faire du self-data aujourd'hui basé sur un modèle de cloud personnel, puisqu'il y a une technologie qui se dessine quand même très vivement, qui est le produit qui s'appelle Cozy. Donc, c'est un produit qui est libre, entièrement libre, et donc souverain puisque français. C'est une start-up qui commence à être une grosse start-up maintenant et qui est celle avec laquelle la FING avait déjà démarré. Nous, on n'a pas re-questionné ce produit-là. Enfin, plutôt, on l'a re-questionné, mais on l'a pas remis en jeu après coup, puisque c'est vraiment le produit qui est leader sur ce type d'usage. Il est très pointu technologiquement. Pour ceux qui connaissent, c'est développé en Go, c'est basé sur du CouchDB en termes de base de données. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve autant au niveau de la piste technique que de la qualité logicielle, que du niveau de test, également de l'usage du look and feel. C'est vraiment comparable à des services à la Google. Et ça, c'est intéressant aussi en termes de valeur d'usage, puisque mine de rien, les utilisateurs et les citoyens sont attentifs à ça. Et donc, il y a aujourd'hui un seul produit concurrent à Cozy qui serait donc Solid de Inrupt. Inrupt, c'est une startup qui a été montée par Tim Berners-Lee, donc qui est la personne qui est reconnue comme étant le fondateur du web. Et donc, ce produit Inrupt fonctionne à peu près sur les mêmes principes que Cozy. Pardon, ce produit Solid fonctionne à peu près sur la même principe que Cozy. Aujourd'hui, il n'y a pas du tout le même niveau de maturité. Et donc, en gros, voilà, mondialement, il en reste qu'un pour faire ce qu'on veut faire. Et donc, c'est plutôt très bien fait. Qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour démarrer sur le self-data? C'est ce que je vous proposais de faire il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'on l'a déployé dans nos infrastructures. Parce que le produit est libre, mais c'est toujours intéressant pour les produits libres de s'arranger, de vérifier qu'on est bien capable de les gérer, de les instancier, de développer dessus. On développe dessus, on fait développer donc à moitié en interne, à moitié en se basant sur des partenaires autres, mais qui ne sont pas Cozy. Donc, on développe nos applications et nos connecteurs dessus. Et par contre, pour le passage à l'échelle, donc l'ouverture des Cozy aux citoyens, là, on s'est appuyé, donc on a fait un appel d'offres pour l'exploitation de Cozy, de la technologie à l'échelle. Et donc, c'est la société Cozy qui a gagné cet appel d'offres, parce qu'évidemment, ils ont les infrastructures qui sont calées pour, et qui donnent satisfaction là-dessus. Pour info, quand il y a eu l'incendie d'OVH à Strasbourg, donc sur lequel Cozy avait des serveurs, ils ont perdu 43 serveurs. Il y a eu 0 impact utilisateur. Aucun utilisateur ne s'en est aperçu. Donc, c'est une société qui est très solide dans son produit technique, qui est également très solide dans sa capacité à fournir des services, y compris quand il y a des catastrophes. Je suis Marie-Inès Léal, je suis chef de projet donc, à la métropole de Lyon. Et comme disait Nicolas, moi, je suis la chef de projet sur plutôt la partie fonctionnelle et usage de tout ce qui concerne le self-data. Donc, vu le temps, on va rapidement vous présenter 2 applications qu'on a développées. Et je vais faire la démonstration de une très rapidement. Donc, en fait, la première application que nous avons développée, c'est sur les enjeux de transition énergétique, qui est une application qui aujourd'hui s'appelle Ecolio. Elle va potentiellement changer de nom. Mais c'est un service qui permet aux utilisateurs de gérer sa consommation de gaz, eau, électricité dans un même espace, avec des défis et donc avec un système ludique pour les accompagner à réduire vraiment leur consommation et à changer leur comportement. Donc, ça, c'est une application qui est en cours de test actuellement. Nous l'avons développée. Elle fonctionne très bien, mais nous avons fait un recrutement qui est limité pour l'instant à quelques milliers de testeurs pour
pour vérifier, en fait, pour tester vraiment que la partie changement de comportement marche, en fait. Et donc, on est en train de faire un test pendant la saison hivernale. Donc, simplement pour vous expliquer très rapidement, en fait, nous avons créé cette application en se basant sur du coup, les théories de changement de comportement qui existent en psychologie sociale. Et toutes les fonctionnalités qui sont présentes dans l'application, elles représentent, ou en tout cas, elles accompagnent l'utilisateur dans différents stades de changement de comportement afin de vraiment les accompagner dans un parcours où l'utilisateur il diminue ses consommations au fur et à mesure en étant pertinent par rapport à la situation du foyer dans lequel il est. Donc, on est là pour lui donner les clés et pas pour le juger, seulement pour l'accompagner vraiment dans l'administration de sa consommation. Et les deux autres projets dont je voulais vous parler, donc c'est Pilote et Mes Papiers. C'est des projets qui ont été développés dans le cadre de nos politiques d'action sociale et d'inclusion numérique. Donc, Mes Papiers est un service qui permet de faciliter le stockage et le partage de documents à la demande, ainsi que la demande de pièces justificatives et de données qui sont nécessaires à faire des démarches. Donc, effectivement, l'idée, c'est que l'utilisateur puisse stocker tout un tas de documents, mais qu'il puisse surtout les partager avec leurs travailleurs sociaux, avec la CAF, avec donc les personnes avec qui il a besoin de partager pour faire ces démarches, avec des systèmes type un partage de liens comme Google Drive, par exemple. Donc, vraiment, avec des moyens très simples. Et toute l'UX, elle a été faite, tout le parcours utilisateur, il a été vraiment fait pour accompagner des personnes qui sont en situation d'électronisme. Et Pilote, c'est un service qui est plutôt un assistant personnel pour les personnes qui sont accueillies en maison de la métropole, qui sont nos établissements d'accueil du public pour effectuer des démarches sociales. Donc, toutes les personnes qui sont accompagnées par nos travailleurs sociaux et qui donc ont besoin de partager beaucoup de documents, partager des données, on crée cet espace qui est totalement protégé, où l'utilisateur il va pouvoir partager avec ses travailleurs sociaux l'avancée de ses démarches et les documents clés. Donc, je vais vous faire une démonstration de Ecolio qui prend un peu moins de temps que les deux autres projets. Donc, Ecolio, comme pour rappel, c'était le service autour de la transition énergétique. Donc là, on voit mon tableau de bord où nous avons un problème de connecteur avec le gaz, mais nous avons nos consommations qui sont récupérées via les API d'Enedis, GRDF et donc Veolia pour Eau-du-Grand Lyon. L'utilisateur, il va avoir le coût de sa consommation estimé. Il va voir donc sa consommation par semaine, par mois ou par année. Et après, il va pouvoir aller dans le détail de chaque fluide. Et pour tout ce qui est électricité, en plus, on peut aller beaucoup plus fine. On peut aller avec des données très fines qui vont à la demi-heure. On peut aller et comparer aussi à la journée précédente, ce qui permet à l'utilisateur d'analyser en fait quand est-ce qu'il a allumé son chauffage, par exemple, l'année dernière ou pas. Et donc, après, l'idée, c'est de l'accompagner donc, à analyser sa consommation, de lui dire, donc, effectivement, par rapport au mois dernier ou par rapport au mois dernier, du coup, comment il a consommé, quelle est sa consommation majoritaire. Et on lui permet de se comparer avec, en remplissant un questionnaire qui permet du coup d'affiner le profil. Donc, on lui permet de se consommer à d'autres foyers ou à une consommation idéale qui a été générée. Et finalement, je vais vous présenter très rapidement la partie défis. Donc, dans les défis, on voit bien, on a construit différentes défis pour vraiment ludifier et atteindre différentes cibles
aujourd'hui qui ne sont peut-être pas si sensibilisés aux enjeux climatiques et aux enjeux énergétiques. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre cela beaucoup plus ludique pour différents publics et de les accompagner dans des parcours qui vont de la culture générale jusqu'à la mise en place d'actions concrètes qu'on va leur proposer grâce à des éco-gestes qui sont en fait la banque d'éco-gestes de l'ADEME, et qu'on va venir simplement rendre un peu plus ludique aussi, justement pour attirer le public du service. Donc, tout ça est à l'intérieur du cloud personnel. Aucune donnée sort du cloud, et en fait, nous, c'est vraiment notre objectif, et c'est de proposer un espace où l'utilisateur, il n'a pas besoin de partager ses données pour les valoriser. Il peut avoir dans cet espace-là un accès à ces données, les valoriser par lui-même, et donc avoir des services qui lui permettent d'agir dans son quotidien. Je vois donc des données qui viennent de fournisseurs comme EDF, GDF, Veolia. En fait, il faut s'assurer que ces producteurs s'engagent à ouvrir les données. Est-ce qu'il y a des moyens de s'assurer qu'on peut faire pression sur ces acteurs pour qu'ils puissent se présenter ces données-là? Ou est-ce qu'au fond, c'est à la bonne volonté de leur politique interne? Alors, Inès, tu veux répondre ou j'y vais? Vas-y. J'y vais. Alors, c'est une très bonne question, et c'est une large question parce qu'elle nous préoccupe beaucoup. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que en réalité, c'est pas ni EDF ni alors GDF, enfin maintenant Engie, c'est bien les distributeurs qui nous fournissent ces données. Donc c'est Enedis, c'est GRDF. Donc la bonne nouvelle, c'est que quel que soit son fournisseur d'électricité, on a les mêmes distributeurs, et 99% de la population française est chez ou Enedis ou GRDF, et donc en traitant ces deux-là, on va permettre d'apporter de la donnée pour tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, il y a de moins bonnes nouvelles, c'est la capacité d'accéder à ces API et leur qualité. Aujourd'hui, alors autant avec GRDF, ça se passe plutôt pas trop mal, autant avec Enedis, on a eu des gros soucis de fiabilité des parcours d'accueil, c'est-à-dire des parcours d'onboarding et donc de création de compte chez eux, et de fiabilité des API. Donc, sur la fiabilité des API, ça s'est un petit peu amélioré, mais ça reste pas terrible, à tel point que, en fait, ils ont deux API différentes. Ils ont une API qui s'appelle Data Connect, qui est assez moderne, c'est-à-dire basée sur des Fluos. C'est celle qu'on essaye d'utiliser, enfin qu'on utilise, mais qui a des problèmes de fiabilité. Et on est en train de se poser la question de revenir sur une API beaucoup plus rustique qui s'appelle SGE, qui est extrêmement complexe à utiliser avec un parcours d'homologation, etc., qui est très, très compliqué, et surtout qui interdirait à des collectivités qui ne s'en donnent pas les moyens en termes de déboires administratifs et techniques de les utiliser, mais qui pourrait être plus fiable. Donc, on est en train d'expérimenter ça. Donc, globalement, ça fonctionne, hein, mais il y a quand même pas mal de gens chez qui ça ne fonctionne pas, à la fois pour l'accès à la donnée et à la fois pour la création des comptes, puisque les services de création de comptes, des fois, ne fonctionnent pas. Et donc, évidemment, créer un cloud personnel, se connecter à l'ensemble de ces services, c'est déjà une démarche qui est relativement lourde, hein. Il faut être volontariste parce que ça veut dire qu'il faut aller créer des comptes chez GRDF, créer des comptes chez Enedis, etc. Et d'avoir des partenaires comme ça qui, honnêtement, ne facilitent pas la vie d'un point de vue de la qualité technique, hein. Ce n'est pas dans la spécification, c'est vraiment dans le fait que ça marche ou pas. Ça nous arrange pas trop. Donc, il y a cet aspect-là. L'autre aspect que je voulais aussi noter, c'est sur les parcours de création de compte. On a effectivement Enedis qui permet de créer un compte avec France Connect. Et donc, ça, c'est très bien parce que nous, nos clubs personnels sont fédérés France Connect et donc on peut bénéficier du fil d'identité. Mais quand par hasard, le compte n'a pas été créé avec France Connect chez Enedis, c'est la galère pour aller récupérer là encore ces données, avec y compris des parcours de validation qui demandent des validations par courrier, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, l'état des lieux aujourd'hui, c'est que la promesse est là, la qualité derrière n'est pas tout à fait. Bien évidemment,
plus il y aura d'acteurs de type collectivité qui feront pression chez Enedis, et donc c'est là où je veux vraiment répondre directement à la question, plus on est à faire pression pour dire que ces données-là nous appartiennent, c'est important, parce que il faut savoir chez eux qu'il y a quand même un problème de culture, hein, alors surtout après avoir été pas mal chahuté avec Linky, c'est-à-dire que la donnée personnelle et Enedis, quand on voit tout ce qui se sont pris dans la tête suite probablement des mauvaises communications sur ce qu'était Linky, on voit bien qu'ils sont frileux, en tout cas qu'il y a des gens frileux chez eux. Et le plus on affirme, nous, collectivités locales, la volonté et le besoin de récupérer ces données, le plus on pourra prioriser ces éléments-là. Est-ce que dans le travail qui a été élaboré notamment par la FIG que nous a présenté Sarah, est-ce qu'on a une idée, ou peut-être que Nicolas et Inès ont une réponse, est-ce qu'on a une idée du coût que cela peut représenter? Enfin, est-ce qu'il y a un modèle économique derrière le self-data, et est-ce qu'on a une idée du coût que peut représenter pour une collectivité de s'engager dans une démarche de self-data? Peut-être que je vais essayer d'apporter un élément de réponse, et Inès, Nicolas, vous êtes les Oui. bienvenus pour compléter. Alors, sur l'aspect combien ça coûte pour une collectivité, pour le coup, ça, je ne saurais pas y répondre. En revanche, concernant le modèle économique du self-data, ça, c'est une question qui est vraiment prenante. C'est un des défis qu'on a rencontrés dès le début et sur lesquels on continue de travailler jusqu'à aujourd'hui, parce qu'effectivement, on se rend bien compte que c'est coûteux pour une collectivité territoriale de mettre en place un projet pareil, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements humains, techniques, etc. Donc voilà, c'est coûteux aussi à pérenniser, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a développé les outils techniques, il faut faire en sorte qu'ils soient là, que les citoyens puissent les utiliser pendant longtemps, enfin, pendant aussi longtemps que possible. Donc, on n'a pas des choses qui sont établies depuis longtemps pour pouvoir apporter une réponse claire. Mais c'est sûr que c'est un des défis majeurs sur lesquels il faut vraiment travailler et apporter des réponses pour que le modèle s'implémente réellement, réussisse à trouver son public. Merci. Nicolas, Inès, vous voulez rajouter? Oui, peut-être pour compléter. C'est effectivement, en fait, ça, c'est un enjeu que actuellement, nous, on est en train de travailler, parce qu'on voit bien, on est bien avancé dans le développement de cas d'usage et du coup dans l'installation de l'infrastructure nécessaire à accueillir ces services. Mais effectivement, la question du modèle économique, elle se pose. Donc, une partie de la réponse qui n'est pas la totalité, mais une partie de la réponse, c'est la mutualisation, et c'est l'open source, bien évidemment. Donc, c'est comme on fait des services open source, on peut mutualiser avec d'autres collectivités. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser, ou en tout cas de construire, un Self-Data Lab. Donc, l'idée, ça serait de collaborer entre collectivités, car on voit bien que La Rochelle a déjà développé Mon Coach CO2. Il y a d'autres collectivités qui veulent aussi utiliser ces services-là. Donc, comment on fait en sorte, un, de mutualiser les cas d'usage qui ont déjà été développés, et deux, de mutualiser l'infrastructure. Donc, si on est à plusieurs collectivités pour avoir une seule infrastructure, donc tout de suite, les coûts ils sont beaucoup moins importants. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse qu'on cherche à construire. Et si vous êtes des collectivités, vous êtes intéressés par échanger à ce sujet-là, n'hésitez pas à nous contacter.